et la manière dont on le met en œuvre ou dont on ne le met pas en œuvre. Pourquoi je dis c'était prévisible? Quand vous voyez tous ces jeunes dans la rue qui essaient de vendre des petites bricoles, quand vous voyez dans les journaux qu'on vous dit que beaucoup de familles sénégalaises font un repas par jour, quand on vous donne toutes ces informations, quand vous savez la misère qu'il y a dans ce pays et que vous voyez, à moins de se couper totalement de la population, mais quand vous voyez également d'autres phénomènes dans les administrations, des administrations où vous aviez des fonctionnaires compétents qui aujourd'hui sont doublés par des jeunes qui, parce qu'ils ont adhéré à un parti au pouvoir, ces jeunes-là ont pris le pouvoir sur ces fonctionnaires compétents. Donc imaginez la frustration de ces fonctionnaires. Et on voit bien dans la vie quotidienne à quel point les administrations fonctionnent avec beaucoup de difficultés, ne sont plus au service de la population. Quand vous voyez au niveau de la justice une justice à deux vitesses, suivant que vous soyez au pouvoir dans un camp ou dans un autre, vous êtes traité d'une manière différente. Imaginez tous ces gens également qui, eux, ne sont d'aucun pouvoir, qui n'en ont aucun. Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de cette justice-là? Mais imaginez aussi, encore une fois, toute la frustration de professionnels, qu'ils soient des magistrats, qu'ils soient des juges, qu'ils soient des avocats, qu'ils soient dans les médias, mais dans tous les domaines, qui se rendent compte qu'ils ne peuvent pas exercer leur métier comme il le faut. Ceux qui ont prêté des serments, qui ne peuvent pas assumer ce serment-là. Regardez le système de santé, comment il fonctionne. Et tout ça, évidemment, aggravé par la Covid-19. Alors, petit à petit, effectivement, on ne pouvait qu'arriver à une explosion extraordinaire. D'autant que je ne sois pas sûr que quand on a le pouvoir, d'un côté ou d'un autre, on n'essaie pas de tirer profit de ce genre de situation pour asseoir encore plus son pouvoir et en avoir encore plus. Donc voilà, je pense, le gros problème que nous vivons aujourd'hui. Et ça, je dis, c'était prévisible. On aurait dû voir que ça allait arriver. Maintenant, sur la question, quand on dit les jeunes, oui, on a investi, etc. Mais je pense que le problème n'est pas le montant de ce qu'on investit. C'est ce que l'on en fait. Est-ce que ça va véritablement à ceux qui en ont besoin? Et ceux qui en ont besoin, est-ce qu'ils arrivent à créer leurs petites entreprises, à développer de la richesse, etc. Je pense que c'est là le problème. Le problème, ce n'est pas le montant de ce qu'on investit. Et on sait très bien que dans les administrations, tout à l'heure je disais, vous avez de bons fonctionnaires, vous avez des gens qui ont des compétences, mais ce ne sont pas eux qui ont le pouvoir, ce ne sont pas eux qui ont la décision. Et ça, je dis, on le voit partout. On peut donner des exemples, mais très, très, très concrets. Ça, c'est un peu. Tout à l'heure, je disais également qu'il y a une espèce de hiatus entre tout ce qu'on proclame, qui est merveilleux. Nous sommes de très bons théoriciens au Sénégal, et de très bonnes théoriciennes également, parce qu'il faut que je nous mette là-dedans. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces théories et de ces conceptions qui sont très justes? Quand on parle, tout à l'heure, on me disait, bon, je travaille sur les questions de sécurité. Et on sait aujourd'hui que dans le contexte sécuritaire de la sous-région, la réponse tout sécuritaire, la réponse répressive, n'est pas la seule réponse, n'est pas la solution. Justement parce qu'on sait que souvent, ceux qui sont les plus extrémistes, etc., profitent du fait que les gens n'ont pas d'emploi, les gens surfent sur la pauvreté. Souvent, il y a de la criminalité qui est aussi associée. Vraiment, les menaces sont hybrides. On appelle ça des menaces hybrides. Et on dit qu'il faut associer les populations à leur propre sécurité. Si on délaisse les jeunes, qui aujourd'hui sont parmi les plus vulnérables, est-ce qu'on assure la sécurité du pays? Donc tout ça, on le sait. Mais comment faire en sorte de mettre en œuvre tous ces principes dont on traite, dont on parle? Et je dis même au niveau des forces de défense et de sécurité, les gens, à un certain niveau, sont tout à fait conscients de ça. On les force à aller contre leur propre population.
Mais c'est pour ça que je dis, mais tout le monde est blessé par cette situation-là. Alors, vous avez écouté le président. Est-ce que pour vous, il a fait assez de concessions, si je vous comprends, socio-économiques? C'est là où le bas blesse. Je ne parlerai pas de concessions. Je dis que, l'une des choses qui m'intéresse dans ce discours, c'est que d'abord, ça a été un discours d'apaisement. Il n'y a pas eu de menaces. Ça, pour moi, c'était quelque chose d'important. Ensuite, ce que je dis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous dites, c'est pas faire plus, c'est faire mieux. Je dis pour l'emploi des jeunes, c'est faire mieux. Et on a les compétences dans ce pays. On a toutes les compétences. Au niveau des gens qui font de la gestion de projets, au niveau de gens qui apportent du plus. Mais ce plus-là, en fait, est tellement parcellaire. C'est au niveau de l'État, c'est l'État qui a vraiment la responsabilité de faire un véritable changement, de changer la configuration, de changer le paysage économique, social de notre pays. Donc je pense, oui, on peut bâtir sur ce qu'il a dit, mais il y aura des choix douloureux, il y aura des décisions difficiles, qu'il avait promis de prendre quand il est arrivé. Enfin. Et c'est maintenant qu'il va falloir les mettre en œuvre. Et qu'il nous montre que oui. Même s'il ne lui reste plus que 3 ans. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais madame, on avait l'habitude de voir des manifestations au Sénégal, mais le fait nouveau, c'est des scènes de pillage qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Est-ce que c'est circonstanciel, genre l'occasion fait le larron, ou bien nous avons vraiment des raisons d'avoir peur pour notre jeunesse? Moi, j'ai peur pour la jeunesse du Sénégal. Et c'est ça que je dis quand vous êtes dans un désespoir total, que vous n'avez pas d'alternative. Maintenant, on ne peut pas dire non plus que des groupes de jeunes criminels, etc., ne soient pas infiltrés, qu'il n'y ait pas eu des infiltrations. Mais ceci dit, quand vous n'avez absolument aucune vision pour votre avenir, je dis, nous, quand on était jeunes, on avait le sentiment que tout nous était ouvert. C'est fini depuis plusieurs années. Moi qui ai été enseignante au CESTI, je peux vous dire que avant que je ne prenne la retraite, 5 ans avant que je ne prenne la retraite, je me suis rendu compte à quel point le discours des jeunes avait changé. Avant, on avait un discours critique, on raisonnait, tout d'un coup, les jeunes se sont refermés sur eux-mêmes, se sont refermés sur le phénomène religieux, etc. Parce qu'ils n'ont pas de vision pour l'avenir. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent devenir pour leur pays. Et en plus, ils ont des contre-modèles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant on disait on comptait par millions, après un certain moment on a compté par milliards, et c'est cette espèce de disparité totale qui est d'abord anti-éthique, anti-morale, et qu'ils voient. Ils se disent que je vais faire de la politique, je vais adhérer, et vous voyez, même au niveau des jeunes, je peux vous donner des exemples de jeunes que je connais, qui sont passés par tous les partis politiques, tous ceux qui étaient au pouvoir, et qui aujourd'hui se sont ralliés à l'APR. Et il y a même quelqu'un qui m'a dit « Viens nous rejoindre, on aura des postes ». C'est un changement radical dans la mentalité des gens. Avant, on voulait servir son pays. On était fiers de son pays. On était fiers du Sénégal. D'ailleurs, les autres Africains nous prenaient comme étant des gens arrogants, etc. Aujourd'hui, c'est fini. Quand je prends une position politique, c'est pour avoir un poste, c'est pour manger, c'est pour brouter. Et c'est ça aussi le grand changement. C'est pour vous dites brouter, c'est pour cela qu'on parle maintenant de transhumance. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la paix et la sécurité reviennent? Avec l'accalmie qu'on a observée aujourd'hui, après plusieurs jours de... Je sais que dans nos cultures traditionnelles, on dit que pour arriver à un résultat, il faut que quelqu'un accepte, entre guillemets, je le dis entre guillemets, accepte de perdre. Ça veut dire qu'il faut que quelqu'un reconnaisse la responsabilité qu'il a dans ce qui s'est passé. Et je pense que pour moi, ça va être important. C'est pour ça tout à l'heure, je vous disais, ces décisions qu'on attend, qui vont être douloureuses, qui vont être difficiles. Et qu'il faudra prendre. Il va falloir les prendre. Voilà. Mais lors de ces manifestations-là, je pense qu'on a plusieurs messages à décrypter. Est-ce que vous pouvez
pour le président ou bien pour les dirigeants de ce pays-là, décrypter ces messages-là pour qu'on puisse les prendre en charge convenablement? Non, ce que je veux dire, il y a plusieurs choses. Attends. Je vais commencer par l'aspect culturel. On s'est rendu compte que là où les communautés avaient été associées aux événements, les parents d'élèves, les groupes communautaires, les chefs religieux, les femmes, regardez en Casamance, ça c'est dû entre autres, les femmes du bois sacré. Les gouvernements d'école, qui sont des élèves, mais responsables de la marche de la démocratie, de la marche démocratique dans leur propre institution. Là où ils ont été associés, les manifestations ont pu être canalisées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au niveau décentralisé, il va falloir donner plus de pouvoir. Il va falloir donner un pouvoir réel à ces différentes institutions. Pour moi, ça commence par là. On a parlé des radios communautaires. Ça veut dire l'importance aussi de développer nos langues nationales, de les rendre opérantes. Et moi, je vois aujourd'hui dans les médias, ce qui fait la force des médias, c'est aussi ça. C'est aujourd'hui, on parle dans les langues nationales. J'en voulais même d'ailleurs à TFM parce que je trouvais que, bon, trop, c'était le Wolof, là, c'était trop. Je plaisante pour détendre un peu et me détendre moi-même. Donc, il y a cet aspect-là. Tout à l'heure, on parlait du niveau économique. C'est vrai, priorité à l'emploi des jeunes. Et dans tous les domaines, on a tellement de chantiers qui existent. Je vais vous donner un exemple qui m'a frappé. Lorsqu'il y a eu le confinement, lorsqu'on a vu apparaître la pandémie, l'une des choses qui a été faite, c'est de mettre les jeunes au travail pour l'assainissement de la ville. Ça m'a frappé. C'était extraordinaire. On avait moins de vent, moins de poussière et on ne se rend pas compte du bénéfice pour la santé des populations. Tout ça dans tous les domaines. J'ai vu une expérience extraordinaire au niveau d'Agéroute qui voulait former des jeunes. Des jeunes qui n'ont pas été très loin à l'école. Et j'ai vu des professeurs, des gens connus sur le plan de la gestion des projets, développer un cursus en Wolof pour les former, pour qu'ils puissent gérer un certain nombre de domaines. Dans tous les domaines, nous avons besoin de ces jeunes-là, hommes et femmes. Et partout, il y a du travail, il y a des choses à faire, mais il faut qu'on ait de l'imagination. Et souvent, ça demande très peu de ressources. Il faut qu'il y ait un suivi. Il faut qu'il y ait une valorisation parce que, je dis aussi que l'une des choses là qui est dramatique, c'est pas simplement la question économique, c'est l'estime que les jeunes perdent. C'est le sentiment de ne pas être considérés. Voilà. Alors, vous êtes également spécialiste des médias. On va aborder ce sujet. 3 ans durant au CESTI, on nous rappelle que le journalisme, c'est de la responsabilité à côté de la liberté. Alors, quel rôle responsable pour la presse et les journalistes? D'abord, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, je me suis mise... Vous en avez beaucoup parlé avec nous au CESTI. Vous savez, je me suis mise plutôt en retrait. Ces derniers temps, je ne veux pas apparaître. Mais une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de venir parler, c'est pour vous dire mon respect. Je regardais continuellement la télévision, etc. J'écoutais la radio, etc. Et je vois mes anciens étudiants. Et pour moi, c'est ce qui a été le plus difficile à gérer. C'est le fait qu'ils aient été attaqués. Comme je disais tout à l'heure, c'est toujours le même problème. C'est le problème de la disparité, de la différence de traitement entre les uns et les autres. Maintenant, c'est aussi le problème de la perception que les gens ont de certains médias. Mais la disparité, pourquoi? Parce que nous, on parle d'éthique et de déontologie, on a le sentiment que certains sont sanctionnés immédiatement et que les autres passent entre les mailles du filet, sans problème. Et c'est ça aussi le problème. L'une des choses aussi que me disaient souvent mes anciens étudiants, c'est très bien, nous on a tout compris, on sait. Mais quand on arrive dans les médias, on a besoin de manger, etc. Et puis malheureusement, on se trouve dans des situations où on est quelque part un peu obligé de s'aligner, de se coucher, littéralement.
Donc c'est ça aussi. Et je pense que c'est pour ça que tout ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle au niveau des institutions qui s'intéressent, qui sont des institutions de médias, peut être intéressant. Je trouve que le regroupement de certaines institutions est fondamental pour moi, pour que nous puissions prendre des positions communes. Moi, j'appartiens aujourd'hui au CORED. Ce n'est pas dans ce cadre-là que je suis venue, mais je voudrais vous dire que l'une des choses qui pour nous va être fondamentale, c'est la visite virtuelle à toutes les rédactions, pour leur dire, on n'est pas là pour donner des avis, pour sanctionner, etc. On est d'abord là pour rappeler, pour faire des recommandations, pour avoir un rôle pédagogique. Parce qu'il en va de notre profession. On travaille aussi sur la co-régulation. On travaille dans un certain nombre de domaines. Bon, je ne vais pas tous les énumérer. La tâche est immense. Souvent, je dis, avec mes 2 bras, je dois arrêter la mer. Mais c'est vrai aussi qu'il y a un problème fondamental de formation auquel il va falloir répondre. Parce que souvent, vous vous rendez compte que les journalistes, ils ne savent pas. Les responsables de médias, ils ne savent pas. Il y en a qui sont persuadés qu'il y a des gens qui ne doivent pas donner la parole. Ils les attaquent, mais ils sont persuadés qu'ils ne doivent pas leur donner la parole. Et c'est là où vous voyez qu'il y a aussi une méconnaissance de ce qu'est notre profession, de ce qu'est notre éthique et notre déontologie. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine, un travail quotidien la nuit. Mais ce travail, on va essayer de l'assurer du mieux qu'on pourra. Voilà. Madame, si on revient sur les événements qui se sont déroulés dernièrement, quelle lecture faites-vous de la couverture médiatique globalement et quelles recommandations vous pouvez faire pour des prochaines échéances quand même, qu'on puisse avoir une couverture idoine pour le bénéfice de la population sénégalaise? Bon, je pense que la couverture a été un peu inégale, suivant les médias dans lesquels on est, suivant les moyens aussi qu'on a. Mais personnellement, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'informations. Je trouve que les journalistes ont pris beaucoup de risques. Et ça, c'est important. Là où je trouve qu'ils ont un peu péché, c'est quand on va dans des manifestations apprendre comment on doit fonctionner dans une manifestation. Ça, c'est un point. Le deuxième point, je pense qu'il va être très important. C'est-à-dire, malheureusement, il n'y a pas de continuité dans ce qu'on fait. C'est chaque fois qu'il y aura des élections, qu'on fait des rencontres entre les forces de défense et de sécurité et les médias, qu'on distribue des gilets, des choses comme ça, et qu'on apprend. Mais les générations se succèdent. Ça veut dire qu'il faut maintenant que dans le cursus, que de manière permanente, ce dialogue entre les forces de défense et de sécurité et les médias puisse avoir lieu. Nous, on essaie de faire une formation au Centre des hautes études de défense et de sécurité sur les médias, les forces de défense et de sécurité. Et c'est extrêmement intéressant parce que chacun apprend l'un de l'autre. On sait comment fonctionnent les forces de défense et de sécurité, mais les forces de défense et de sécurité apprennent aussi des médias, comment les médias fonctionnent. On demande à personne d'adopter la position de l'autre. Nous avons tous nos missions, nous avons chacun notre mission, nous respectons nos missions, mais essayons de comprendre et de dialoguer. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important, parce que comme je dis, nous sommes là pour servir notre pays. Et souvent, les gens des forces de défense et de sécurité sont frustrés parce qu'ils disent « personne ne comprend que nous appartenons aussi au Sénégal ». On nous dit qu'on est contre notre peuple. Mais ce n'est pas ça le problème. Donc je pense qu'il y a ce travail également qui doit continuer, apprendre les uns des autres, et pour les journalistes, apprendre vraiment à se comporter d'une certaine façon quand il y a des questions de sécurité. Je vais vous raconter une anecdote. Un jour, on a organisé une rencontre entre les forces de défense, les gendarmes, les policiers et les journalistes. Nous, on a fait un jeu de rôle. On a mis les journalistes à la place des gendarmes et des policiers. Est-ce que vous savez que les journalistes ont été plus répressifs que les policiers et les gendarmes? Parce que les policiers et les gendarmes les ont provoqués. Ils ont été plus durs, les journalistes. Pour dire que c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on apprenne les uns des autres. Moi, je pense également que dans les écoles de formation, que ce soit au niveau des gendarmes, que ce soit au niveau des policiers, il faut que les médias puissent intervenir pour faire comprendre qu'est-ce que c'est que ce travail-là.
Donc voilà, il y a beaucoup de chantiers qu'il faudrait mettre en œuvre. Et également, au niveau également des services de communication, des services de relations publiques, de tous ces corps-là, aussi plus de formation, un suivi dans la formation, etc. Voilà. Plus d'accessibilité également. Alors, le 8 mars, enfin. Une journée éclipsée par ce qui s'est passé, par les événements malheureux d'hier. Mais justement, le rôle des journalistes, des femmes dans les médias. Elles sont formidables, mes consoeurs. Il y a eu un changement radical. Elles sont partout. Il y a quelque temps, on a organisé une rencontre, c'est organisé par l'UNESCO, sur la sécurité des femmes journalistes. Et le premier lieu où elles sont en danger, c'est leur rédaction. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que de manière inconsciente, leurs collègues pensent qu'elles ne sont pas à leur place. Ou leurs collègues pensent qu'elles ne prennent pas leur place. Donc comme la nature a horreur du vide, elles se font manger. Mais je pense qu'il y a de plus en plus une compréhension qu'elles sont à leur place, elles sont là, elles apportent un regard différent, elles apportent de la diversité, elles apportent une analyse qui est différente et qui est beaucoup plus ancrée sur la société, sur la culture de cette société, etc. Et je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. Et là aussi, c'est un travail qu'on est en train de faire. Maintenant, je dis aussi qu'il n'y aura pas de changement si les journalistes hommes ne comprennent pas qu'ils ont besoin de leurs consoeurs et qu'ils doivent travailler avec leurs consoeurs et ne pas les laisser de côté quand elles ne prennent pas suffisamment leur place. Ils doivent les encourager. Moi, je dis que nous sommes dans une société qui est une société globale. Et ça ne va pas être les hommes contre les femmes contre les hommes, etc. Nous devons avancer ensemble. Et c'est pour ça que je dis aussi, et de manière beaucoup plus générale, qu'il faut regarder la situation que vivent les femmes dans ce pays comme des questions politiques. Quand on fait de la violence à une femme, ça doit être traité, ça doit être vu aussi de manière politique. C'est-à-dire que la situation que l'on fait aux femmes, le traitement que l'on fait aux femmes, indique simplement le traitement qui est fait à toute la société. Et si on ne traite pas ça, oublions la démocratie. Voilà, et c'est le gros problème qui existe à l'heure actuelle. Les femmes, le traitement qu'on leur fait, la violence qu'on leur fait, est passé par perte et profit. Même si on a des choses à leur reprocher, on estime, ce sont des femmes, sont telles qui l'ont voulu, sont telles qui l'ont mérité. On ne fait pas d'analyse sociopolitique, socioculturelle, pour comprendre pourquoi cette chose-là est arrivée. Et on ne voit pas la responsabilité de la société et des politiques que nous menons dans ce qui est en train d'arriver. Aujourd'hui, si on veut que l'Afrique mange, il faut investir dans le champ des femmes. Ce sont elles qui font les cultures vivrières, ce sont elles qui transforment, ce sont elles qui donnent des soins aux enfants, ce sont elles les premières éducatrices. Si vous n'investissez pas, vous aurez toujours une société malade. Et notre société aujourd'hui est malade à cause du traitement qu'on fait aux femmes, malgré tous les efforts qu'on fait, malgré tous les programmes. Si cette question-là, et ça va faire partie des défis, si ces questions ne sont pas abordées de manière politique, avec du volontarisme, et on aura toujours des actions éparpillées, les gens vont mettre de l'argent, puis au bout du compte, on va se rendre compte qu'on n'a pas avancé tant que ça. Voilà. Mais madame, parlant des femmes journalistes, on a remarqué qu'on les retrouve plus à la radio et à la télévision plutôt qu'à la presse écrite. Qu'est-ce qu'il explique? Oui. Ce que je veux dire, c'est que la presse écrite, je pense, c'est la base, pour moi, l'écrit là, la presse écrite, c'est la base du métier de journaliste. Vous écrivez votre papier, vous devez le corriger. Quelquefois, vous devez rester extrêmement tard. Et c'est beaucoup plus difficile parce que les femmes, au niveau de l'éducation, ont moins d'opportunités que les hommes. Moi, j'ai travaillé au Soleil pendant 4 ans. J'ai même travaillé avant le Soleil à Dakar Matin pendant quelques mois. J'étais seule pendant longtemps, j'ai été la seule femme journaliste. Pendant très longtemps. Aujourd'hui, ça s'améliore.
Mais c'est un travail extrêmement difficile. Maintenant, il y a une autre question. Je ne veux pas embellir non plus les choses seulement. C'est vrai que dans l'imaginaire collectif, une femme journaliste, c'est une femme qui paraît, c'est une femme qui a une certaine allure au niveau physique, etc. Moi, je me souviens quand j'allais en reportage en jean, etc., tout le monde me regardait comme si j'étais une bête bizarre, parce qu'on s'attendait à ce que j'ai des bijoux jusque-là, etc. Et les femmes me racontaient, quand elles ont été faire des reportages de sportifs, avec des hauts talons, elles n'ont plus jamais recommencé, elles l'ont fait une fois. Mais je pense qu'il y a aussi cette notion, la radio, parce qu'elle passe très bien à la voix. Et beaucoup la télévision, parce qu'il y a cet aspect-là. Moi, j'ai fait des émissions avec des jeunes femmes, c'était très marrant. Elles sont là avec leur portable en train de se regarder, en train de jeter leurs cheveux par là, se maquiller, etc. Là aussi, c'est un travail d'éducation, c'est un travail de formation. Mais si vous parlez aussi avec elles, vous êtes très surpris par leur capacité d'analyse des choses. Voilà. Avant de nous quitter, l'avenir du journalisme, de la presse au Sénégal? Glorieuse. Et glorieux. Ça ira très bien. J'ai beaucoup d'espoir. Moi, ce que j'aurais souhaité, le rêve que j'ai, c'est que la presse... J'ai beaucoup travaillé, j'ai été à un moment responsable scientifique, la présidente du comité scientifique pour la communication gouvernementale. Et au début, ils ne voulaient pas parler de la presse privée, c'était surtout la presse, je ne sais pas comment on l'appelle, la presse gouvernementale, comment on l'appelle, la presse d'État, je ne sais pas comment l'appeler. La presse d'État. La presse d'État. Et on a convaincu qu'il fallait qu'on travaille avec tout le monde, et c'était vraiment très très bien. Et moi, mon rêve, le jour où on saura que le Sénégal a atteint un niveau exceptionnel en termes de démocratie, c'est le jour où les médias d'État deviendront des médias publics. Les médias d'État, les médias publics. Ça sera top. Belle conclusion. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, je ne sais pas si je verrai cette période-là, mais je pense nous vous le souhaitons. Non, merci. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité. Et vraiment, vraiment, j'espère que chacun aura à cœur l'avenir de notre pays. Merci beaucoup, Madame Eugénie Rokhaya Aw. Merci à vous également, Daouda Mine. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir reçus chez vous.